Oui, je pense que on peut changer, même si à l'origine une personne nous a inculqué une manière de penser. Je pense qu'on peut penser d'une autre manière en grandissant, en, soit en fonction des rencontres qu'on fait dans notre vie et en fonction des livres qu'on lit, par exemple, ou ce qu'on voit à la télé, ou sur Internet. Et ça peut nous permettre de changer notre opinion, notre manière de penser sur les choses, sur la vie, quoi. Et voilà. Très intéressant. En vous écoutant et en t'écoutant à l'instant, ce qui me vient, c'est que on nous a effectivement amouraché à cette notion de liberté, notamment la liberté de penser, mais la liberté de façon générale. C'est un concept que l'on a fortement à cœur, auquel on s'accroche, qui est même pour certains un but ultime. Maintenant, avec les différentes approches que j'ai entendues, ce que j'entends de vos différentes interventions, je vois qu'il y a en gros comme des lois. Tu as parlé de physique tout à l'heure, Luc, tu as utilisé cette célèbre formule E égale mc au carré. Il y a des lois finalement, et si je comprends bien, dans ces lois physiques, voire métaphysiques entre autres, eh bien en fait, la liberté de penser, entre autres, hein, la liberté qu'on nous a tant fait, à laquelle on nous fait tant croire et dont on nous donne une conception et à laquelle on fait nous accrocher, en soi n'existe pas. Mais ce n'est pas dans quelque chose de négatif, c'est juste des phénomènes naturels, donc des lois de cause à effet, qui font que le monde est monde, comme on dit, et qu'il faut tout simplement accepter et appréhender pour peut-être mieux comprendre comment on fonctionne au quotidien. Et dans ces lois-là, donc il y a le fait que même ce qu'on appelle pensée, donc ce qui remonte comme pensée, comme opinion, comme désir, il y a forcément un antécédent, un principe causal avec lequel on va entrer en relation, on va faire une rencontre, et c'est en fonction des ondes que l'on va recevoir que ça va générer ce qu'on appelle une pensée. Voilà, maintenant la question, puisqu'on a entendu parler de cause primaire, on a entendu parler de centrale de société, c'est de savoir finalement quelle est la centrale, la source finalement qui émet ces ondes. Je pense que c'est vraiment peut-être à ce niveau-là que les choses vont être différentes. Mais en soi, peut-être qu'il faut tout simplement, en tout cas moi c'est ce qui me vient comme question, accepter que, ben non, dans les lois naturelles, quand on comprend les choses, quand on voit comment les choses fonctionnent, la pensée elle n'est pas propre. Il y a des lois qui font que non, on est comme un réceptacle, ce qu'on appelle le cerveau humain comme un réceptacle qui reçoit des informations. Maintenant, la question donc que je voulais poser, c'est par rapport à cette donc finalement capacité peut-être que on peut voir chez certaines personnes de ne pas tout simplement accepter tout ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'on peut voir, même au niveau de l'histoire, on nous présente souvent des grandes figures, on voit qui pourtant étaient dans un environnement sociétal avec une opinion unique, une façon de penser, voilà, qui était donnée comme orientation. Et souvent, on nous présente ces personnes qui manifestent même ce qu'on appelle un courage de pouvoir penser autrement et d'aller au bout même de cette autre façon de penser. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que ces personnes-là ont de particulier? Quel mécanisme, quelle réalité ou quelle loi, quelle dimension logique fait qu'il est quand même parfois visible des personnalités qui ne sont pas tout simplement les faisceaux de la pensée unique, la pensée publique. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Luc? Ah,
il semble qu'il a été déconnecté. Donc, Laurie, c'est la question que je vais te poser par rapport à ces personnes qu'on voit, on entend parler souvent de personnes révolutionnaires ou de personnes très courageuses qui réussissent à ne pas fonctionner finalement comme on veut que la majorité pense. Qu'est-ce qui pour toi fait la différence entre ces personnalités et la plupart du reste qui marche comme un seul homme tel qu'on lui a demandé de penser? Ah, mais la différence, c'est qu'ils se sont exprimés et qu'ils ont agi en fonction de leurs pensées, quoi. Parce que la plupart des gens, pensent d'une certaine manière, mais la société pèse tellement sur eux que finalement, leurs paroles et leurs actions ne concordent pas toujours avec leurs pensées intérieures, quoi. Alors que les personnes, les grands noms, les personnes révolutionnaires, tout ça, ils se sont exprimés, ils ont agi en tant que leaders, ils ont même influencé les personnes autour d'eux en fonction de leurs pensées propres. Et voilà, je pense que c'est ça la différence. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est dommage que Luc ait été déconnecté. Peut-être que c'est au niveau de la connexion où il a reçu un appel. Donc j'espère s'il peut se reconnecter qu'il pourra nous donner son approche. Mais sinon, je trouve très intéressante et c'est vrai que moi, c'est cette question quant à cette personnalité-là, comment faire pour pouvoir, connaissant ces lois, ces mécanismes, pouvoir en fait ne pas finalement subir qu'on nous impose au quotidien les pensées, mais être finalement capable de pouvoir analyser d'où ça vient et donc finalement avoir finalement le vrai choix. Peut-être que la liberté de penser, c'est avoir le choix de pouvoir identifier en fait d'où vient la pensée qu'on veut nous transmettre et s'assurer que son effet en nous va nous produire épanouissement, va vraiment nous entraîner vers un épanouissement, vers on va dire entre guillemets la vérité, si on peut utiliser ce terme-là. Je pense que si on peut parler de liberté, en dehors finalement du mécanisme qui fait que ça n'est pas entre guillemets propre, moi c'est ce qui me vient. Et donc on parlait aussi de la notion d'éducation. Ce qui aussi me vient comme problématique à ce moment-là, c'est de se dire mais comment alors pouvoir éduquer un enfant pour qu'il puisse expérimenter ça, puisque au contraire on entend parler de programme scolaire et moi ça m'a toujours interpellée. On parle de programme scolaire, donc un programme scolaire programme un enfant. Donc finalement ça oriente une façon de penser. Donc quand finalement c'est cette façon, cette structuration qui est faite, comment pourrait-on réussir, permettre à un enfant et à soi-même aussi de pouvoir expérimenter la vraie liberté de penser. Donc c'est tous ces questionnements qui me viennent encore autour de ce thème. Je ne sais pas si tu as un point par rapport à ça, Laurie. Je me souviens que moi, quand j'étais au lycée, j'avais un professeur d'histoire géo. On faisait le programme, mais presque à chaque fin de cours, on faisait un petit débat sur ce qu'on venait d'apprendre en histoire ou en géographie. Et ça nous permettait d'avoir notre propre opinion sur les choses qu'on a appris, quoi. Je trouvais que c'était intéressant. Merci, très intéressant. Je vois qu'au niveau du chat, il y a des réactions. Donc, je vois Emmanuel Ebi qui nous dit « Je ne pense pas qu'on puisse parler de changement. Il est question de personnages
n'appartenant point au E égale MC au carré. Donc, je pense qu'il parle de ceux que j'ai appelés un petit peu les révolutionnaires, les personnes qui semblent être capables de penser en dehors du diktat social. Et il dit cela est perçu comme un changement pour le peuple. Et donc, Anne Gomis qui propose une réponse à mon questionnement en disant que inviter l'enfant à écouter son corps, ses ressentis. En tout cas, Anne, tu es la bienvenue si tu veux même clarifier davantage tes propos audiblement au niveau de la partie des interventions. Donc, on est rejoint par Emmanuel Ebi. Donc, je pense que ça veut peut-être dire qu'il veut intervenir audiblement. Donc, tu as écouté la plupart des interventions. On avait Luc, Laurie, qui étaient très actifs au départ. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce que tu as entendu et par rapport à cette notion de liberté de pensée? Donc, il y a un micro en bas, voilà. Donc, tu es redescendu. Donc, c'était peut-être parce que tu ne veux pas intervenir audiblement. Tu peux faire peut-être écouter. Donc, il n'y a pas de souci en tout cas. Comme je le disais notamment à Anne, je vois Marcella, je vois Sarah aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous apporter peut-être votre approche sur cette notion de liberté de pensée. Est-ce que pour vous, la pensée, c'est quelque chose qui est propre? Quelle est votre approche par rapport à cela? Vos réactions sont vraiment les bienvenues. Donc, on va aborder un dernier point que j'avais à cœur de toucher par rapport à cette notion de liberté. Parce que moi, j'aime toujours faire un rapprochement avec ce que je vis au quotidien, ce que nous pouvons expérimenter au quotidien pour essayer de vraiment entrer dans le cœur des choses. Et donc, la question que je vais nous poser, mais qu'est-ce que vous expérimentez? Est-ce que vous expérimentez vraiment la liberté de penser? Est-ce que au quotidien, vos pensées, vos émotions, je vais même dire nos pensées, nos émotions, notre façon de voir, est-ce qu'on est convaincu de ce que cela nous soit propre? Est-ce que l'on sait d'où cela vient vraiment? Voici un petit peu la question que je nous pose. Et puis aussi, pour surenchérir cette question, on a parlé d'un lien entre pensée et mouvement, puisque c'est en fonction donc c'est la pensée qui va ensuite se matérialiser par mouvement. Est-ce qu'au quotidien, nos actions, lorsque l'on pose un acte, lorsqu'on interagit avec autrui, lorsque l'on se meut dans quels que soient les environnements, est-ce qu'on se sent vraiment libre? Ou est-ce que les actes que l'on pose ne sont-ils pas finalement conditionnés, orientés par rapport à que ça peut être par exemple une loi, une règle, le regard d'autrui ou tout simplement ce qu'on appelle des valeurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu me partager vos expériences quant à cela? Oui. Donc Emmanuel, oui, on t'entend. Oui, bonsoir. Désolé pour tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'ai pas réussi à activer mon micro. Je sais pas si vous m'entendez bien. Là, on t'entend très bien. D'accord. Donc, au fait, le terme liberté de penser, et au fait, Papa Luc a parlé un tout petit peu du processus, comment cela s'installe en fait dans l'individu, et jusqu'à ce qu'on observe ce phénomène autour de nous, et que au fait, suivant tout ce qui a été dit, en fait, il y a des questionnements que Laurie posait en fonction de à quel moment, en fait, une telle personne on peut vraiment rentrer dans la liberté de penser. Et au fait, il avait parlé d'un changement qui pouvait en fait se percevoir. Et moi, j'ai répondu le changement, au fait, n'existe pas en réalité, ce changement. Parce que la différence qui existe entre les personnes qu'il appelle, en fait, il a parlé de personnalités dans cet environnement social là, qui n'ont pas en fait la même perception. Tout cela est rattaché à la dualité, à la notion de dualité qui a été inculquée, donc dès le bas âge. Donc dès l'entrée en fait de ces personnalités là dans cet environnement là. Donc pour vraiment expérimenter
expérimenter, rentrer dans ce qu'on appellerait la liberté de penser, une liberté perçue comme, on va dire, comme il a dit, les grands de ce monde pensent. Mon regard se tournerait vers, au fait, l'environnement immédiat de ces personnages-là, l'environnement immédiat. Donc, leur évolution, on va dire dans ce temps-là, leur évolution. Et cet environnement immédiat leur a certainement permis de se détacher, on va dire pas totalement, mais d'un degré, d'un point, par rapport à la notion aux notions de la dualité. Parce que tant qu'on considérera l'existence de la dualité, on ne pourra, en fait, la personne ne pourra jamais rentrer dans une liberté sociale. Parce que la liberté, proprement dit, c'est une hauteur de pensée, hein, c'est rattaché à une manière de voir, de penser le monde. Et lorsque on est dans la sphère du principe qui actionne tout, et bien, en fait, on est détaché totalement de tout ce qu'on appellerait dualité. Donc, on est maître des décisions qu'on prend. Donc, les décisions ne sont pas influencées par des sentiments, voilà, ou des émotions quelconques qui viendraient, on va dire, émises par la société. Donc, moi, je pense qu'on peut parler de liberté lorsqu'on est totalement détaché de la dualité. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est très intéressant. Donc, tu apportes ce point, ce terme de la dualité. Donc, si je comprends bien le contenu que tu mets dans la dualité en général, donc c'est cette notion de bien ou mal, de bien ou mal. Et c'est souvent ce qui est associé à ce qu'on appelle aussi le politiquement correct, donc le socialement correct. Et c'est même en étroite ligne avec la question que je nous posais. Au quotidien, puisqu'on parle de liberté de penser, c'est la pensée qui, en fait, ensuite souriante, s'exprime sous forme de mouvement. Au quotidien, est-ce que ce que l'on observe souvent, lorsque, par exemple, une personne pose des actes ou ce qui va faire qu'elle va rentrer en interaction, la façon dont elle va rentrer en interaction, les actions qu'elle va poser, ce qu'elle va vouloir faire ou pas, ce qu'elle va oser dire ou pas, est-ce que c'est possible de pouvoir expérimenter vraiment une liberté totale, ou est-ce que ce qu'on est obligé de mettre en pratique, cette fameuse expression qui dit que la liberté, entre guillemets, de l'un s'arrête lorsque celle de l'autre commence, c'est-à-dire qu'il faut toujours respecter le politiquement correct et coordonner les comportements par rapport à effectivement cette façon que tu as utilisé, c'est ce côté dualiste, ce qui serait bien et ce qui ne serait pas bien. Donc, est-ce que pour toi, c'est vraiment possible d'expérimenter une vraie liberté et comment ça serait géré au quotidien, ça? Ok. Ce que je peux dire, de ce que j'ai constaté, comment dirais-je, les choix qu'on émet, on va dire les éventuels choix qu'on émet au quotidien sont impulsés en général par la considération de la dualité. Voilà. Donc, oui, je pense que on peut expérimenter au quotidien le fait de se détacher de cette notion de dualité pour rentrer vraiment dans la liberté. Parce que si on considère que nous émanons du principe, on va dire, du principe, le principe est derrière toute action. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui autorise toutes les actions. Donc, tout ce qui survient au quotidien ou tout ce qui surviendrait. Donc, il est dans la liberté de ses actions. Donc, du coup, on rentrerait en harmonie, en fait, avec tous les phénomènes qui se produiraient autour de nous. Donc, sans même solliciter un collège de décision pour pouvoir entrer dans une forme de norme, voilà, ou de pensée dirigée. Donc, je pense que on ne se mettrait, que la personne ne se mettrait pas à dos, on va dire, les actions qui sont externes, mais serait en harmonie avec les actions qui sont externes. Donc, c'est là, en fait. C'est très intéressant, j'apprécie ce lien
que tu fais entre donc le fait de pouvoir fonctionner hors de la dualité et la liberté, c'est-à-dire ne pas fonctionner. On entend d'ailleurs de plus en plus, même dans la dimension éducative, on dit que on nous a beaucoup éduqués dans le ne fais pas. Tu peux faire ci, mais ne fais pas ça. Et que effectivement, en général, c'est ça qui ça conditionne, ça normalise, ça empêche même l'expérimentation. Parce qu'on a entendu, notamment c'est Laurie qui parlait de ça, et je crois qu'aussi Luc, qui disait que on a entendu le terme intuition, et on disait qu'une intuition, c'est sur la base de la connaissance et de l'expérimentation. Mais si au quotidien, on ne peut pas expérimenter, puisque chaque action que l'on va poser va être à chaque fois déterminée par une norme qui nous dit que non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc cette fameuse dualité. Donc on peut pas rentrer vraiment dans cette vraie liberté. Et donc c'est ce point-là que je trouve très intéressant par rapport à imaginer. Moi, ça me permet d'imaginer un type d'éducation ou une rééducation, hein, si il n'est pas trop tard, dans une dimension plutôt expérimentale. Donc réussir à ne pas poser des actes ou ne pas poser des actes parce que c'est politiquement correct, mais pour me faire mon opinion, pour expérimenter qui sait la vraie liberté en fait de penser et donc d'être. Donc je trouve ça très intéressant par rapport à ce point.